Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du balado à la volée. Vous aurez deviné, pour l'occasion, on va parler du US Open qui s'est mis en branle en début de semaine. Et pour l'occasion, je serai seul à l'animation. Mon collègue Maxime Desroches, qui profite de ses vacances, il fait bien d'en profiter, elles sont pleinement méritées, sort de retour avec nous pour le bilan. Mais pour l'occasion, on va faire justement un petit tour d'horizon de ce US Open, revenir un peu sur le tirage au sort. Il y a des matchs également qui se sont déjà joués, dont celui impliquant notre Canadienne Bianca Andreescu, elle qui l'a emporté en début d'après-midi en deux manches de 6-2 et 6-4 contre l'Américaine Katie Volnetz. Un match qu'Andreescu a su se faufiler, je vous dirais. Au premier set, elle a été en mesure de prendre l'ascendant rapidement dans la manche avant d'éventuellement filer avec justement ce premier set. Quelques difficultés à conclure cette première manche. Deuxième set, la rencontre a été chaudement disputée. Les deux joueuses qui se sont lancées dans des échanges très longs, interminables même. Mais Andreescu qui a été en mesure de s'imposer. Quelques petits correctifs, évidemment, à apporter au fil de la semaine, c'est bien évident. On a du côté de la Canadienne 32 fautes directes pour elle dans ce match contre 29 coups gagnants. Elle aura tout de même été en mesure de briser le service de sa rivale en 4 occasions sur 8. Et elle aura sauvé 4 balles de bris au cours de ce match. Et d'ailleurs, on a l'occasion de rejoindre pour discuter de ce match de notre collaboratrice de toujours et également rédactrice en chef de Tennis.life, Stéphanie Miles, qui vient tout juste de sortir de la conférence de presse d'Andreescu. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, revenez peut-être un peu à ce que tu as eu comme impression de ce premier match d'Andreescu au US Open. Elle qui disputait un premier match dans le tableau principal alors qu'elle n'avait pas été en mesure de se qualifier les 2 dernières années pour ce tableau. Ben écoute, c'était correct. Et en plus, elle avait quand même un beau tirage contre une jeune qui avait eu un laissez-passer, une fille qui peut jouer à l'université américaine, je pense. Mais ça l'a énervé un petit peu d'avoir un adversaire qui était plus jeune qu'elle. Elle a mentionné, normalement, elle dit c'est elle la petite jeune, là, puis l'autre, en plus, elle paraissait jeune, elle était toute petite. Alors, il y avait ça. Elle avait pas vraiment l'air... Elle avait l'air dans tous ses états un peu plus qu'on aurait pensé pour quelque chose qui se déroulait quand même de façon assez routine. Ouais. Mais je pense qu'elle dit qu'il y avait des nerfs à jouer là-dedans. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, l'an dernier, puis je me souviens très bien, c'était en soirée, elle jouait une plus jeune qu'elle, Olga Danilovic. Elle avait mal au dos, puis c'était pas un appliqueur, c'est une méchante différence. Mais je pense que c'était correct. Elle a le genou bandé, une petite tendinite dans le genou, puis c'était pas là la première journée qu'elle s'entraînait ici, mais après ça, on l'a vu. Alors, elle sent ça un peu, mais écoute, il y a toujours quelque chose, hein. Oui. Et puis, elle avait des petits plasters, je pense que le monde qui regardait ça à la télévision, tu vois des petits plasters carrés un petit peu partout, là, sur ses jambes. Oui. Puis, elle disait je sais pas, elle disait qu'elle s'est fait piquer par quelque chose, puis que c'était pas beau. Donc, elle les a couverts, je sais pas, là. Okay. C'est peut-être vrai, elle veut pas vraiment dire, là, mais c'est pas une blessure comme telle. Mais en tout cas, elle s'en est sortie, c'est ça l'important. Oui, exactement. Et en 2 manches aussi, donc c'est pas trop compliqué la tâche. Puis tu as bien fait de le mentionner aussi. C'est vrai qu'on regardait certains échanges, puis lorsque ça tournait pas de son côté, elle semblait un peu plus frustrée ou facilement, du moins, à tomber dans la frustration. Et tu as bien fait de le mentionner aussi. Peut-être le fait qu'il y avait cette pression supplémentaire sur ses épaules, elle qui d'habitude est la négligée dans un match. Là, elle se présente au US Open avec en tant que 15e tête de série. Est-ce que tu penses que ça peut y jouer justement un peu au niveau psychologique de devoir maintenant être vue comme l'une des favorites pour se rendre loin dans le tournoi, à tout le moins dit? Mais écoute, on va voir comment ça se déroule. Parce que oui. c'est sûr qu'à Indian Wells, il n'y a personne qui donnait une chance de gagner le tournoi. À la Coupe Rogers, c'était vraiment pas la même affaire parce qu'elle-même se donnait pas beaucoup de chance parce que ça faisait comme 4 mois qu'elle avait joué, presque pas joué, puis qu'elle revenait de blessure. Alors là, présumément qu'elle est en santé, c'est vraiment la première fois depuis qu'elle a explosé sur la scène qu'il y a du monde qui commence à dire qu'elle peut gagner le tournoi. Là. Je pense que c'est un petit peu exagéré quand même, là, parce que gagner un grand chelem, 7 matchs, puis contre vraiment des adversaires de taille, puis tout le drame de New York, là, c'est vraiment en demander beaucoup. Mais non, écoute, on ne sait jamais. Mais je ne la mettrais pas parmi les favorites. Mais je pense que de ne pas être parmi les favorites, ça a bien été pour elle normalement. Mais on va voir. Je pense qu'à mesure que ça continue, et puis si elle prend la 2e semaine, peut-être à ce moment-là, elle va relaxer. Mais je pense que pour le moment, les nerfs vont jouer encore un peu. Son adversaire de 2e tour, c'est Kirsten Flipkens. Flipkens, c'est une fille qui joue un peu comme elle, sauf moins de puissance.
Donc, il va y avoir des cesses, il va y avoir des amortis, il va y avoir des montées au filet, il va y avoir toutes sortes de choses. Côté tennis, ça va être intéressant, mais côté stratégie pour Andreescu, ça va être différent pour elle parce qu'elle ne rencontre pas souvent les adversaires du genre. Exactement. Puis on va y souhaiter presque pour elle qu'elle rencontre le plus tôt possible ces fameuses joueuses du top 10 qui arrivent parce qu'on se rappelle de sa fiche contre ces joueuses. Elle a 7 victoires et aucune défaite présentement. Parfait. Donc, on va souhaiter pour elle qu'elle tombe rapidement en deuxième semaine, mais on va garder quand même dans le cliché d'y aller match par match côté d'Andreescu. Mais le premier test est passé, la glace est brisée, donc parfois les nerfs, ça va aller un peu mieux pour la suite des choses. On va suivre évidemment le tout avec intérêt. Si on se transporte également maintenant du côté des hommes, pas le choix de mentionner que le tirage au sort nous a ordonné un peu scénario digne d'Hollywood ou un peu ce qu'on voit au US Open à New York. L'an dernier, on se rappellera de ce match entre Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime qui ne s'est pas terminé en raison de l'abandon de Félix à la troisième manche en raison, il disait souffrir de palpitations cardiaques à ce moment. Premier match de premier tour cette année, on a une reprise de ces deux. Qu'as-tu pensé lorsque tu as vu le tirage au sort, Stéphanie? Ah, j'en reviens pas. Et puis la première chose que je me suis dit, c'est ils sont tellement malins, le monde de US Open, qu'ils vont mettre ça sur le Grandstand, qui était le même stade dans lequel ils ont joué l'an dernier. Et comme d'habitude, j'avais raison. Et puis c'est drôle, hein, parce que j'avais demandé à Félix samedi si quand tu as dit que c'était cédulé sur le Grandstand, s'il y avait comme je dirais pas un coup de cœur, là, une hésitation, parce que c'est pas drôle, mais il dit non, honnêtement, j'ai passé à travers ça, mais il dit par contre, il dit maman m'a demandé ça. Je dis c'est peut-être une question de maman. parce que lui, ben, en tout cas, ce qu'on dit et ce qui est vérifié, c'est pas nécessairement vrai. Puis c'est fort possible qu'il embarque sur le terrain ce soir puis qu'il va vraiment avoir des souvenirs de ce qui s'est passé il y a un an. Mais donc, je pense que ça a tellement bien été de ce côté-là. Ça a l'air d'être vraiment réglé, ce problème-là. Donc, je pense que ça va être correct. Puis après ça, écoute, déjà, il y a quand même un défi d'envergure juste à jouer Shapovalov, qui est un excellent joueur, puis c'est pas un premier tour facile, en plus du personnel. Est-ce que tu as eu la chance justement de parler un peu avec lui, ce qu'il pensait de ce match contre Shapovalov? C'est certain qu'on revient sur ce qui s'est passé l'an dernier, mais là, tu l'as mentionné, c'est un bon test quand même. Puis c'est deux bons amis. On sait que Shapovalov, d'ailleurs, a texté Félix lorsqu'il a appris, lui, qu'il allait encore l'affronter. Donc, est-ce que Félix t'a parlé un peu justement de ce match? Comment il voyait d'affronter justement Shapovalov? Écoute, je pense qu'il n'a pas vraiment... Il n'a pas parlé tant que ça parce que c'était un petit peu trop à l'avance. C'était quand même 3-4 jours à l'avance. Parce que... il y a un avantage du côté qui connaît vraiment le jeu de Shapovalov. Il n'a pas vraiment changé beaucoup là, depuis même qu'ils sont juniors. Alors, il y a l'avantage de pas avoir besoin de faire du dépistage. Il y a l'avantage de ne pas vraiment avoir de secret. Donc, c'est vraiment un match, une question d'exécution. Qui va mieux jouer à l'occasion ce soir-là, qui va partir parce que je pense pas nécessairement qu'il y a une grosse différence de niveau entre les deux. Celui qui va être moins nerveux, celui qui va mieux gérer. En tout cas, je trouve ça fascinant. Je trouverais ça fascinant, mais j'aimerais mieux ça que ce soit deux joueurs qui ne soient pas des Canadiens. C'est pas mal fascinant. Du moins pas dès le premier tour, mais disons que dernièrement, un tirage au sort, disons qu'ils vont à l'encontre de nos Canadiens en ce point où ils veulent nous donner des duels tout unifoliés pour le premier tour. Tu t'attends à quoi par rapport à la foule? Parce qu'on sait que Félix, en ce moment, on connaît son envergure sur le circuit cette année, grandit comme étoile, mais Denis également a connu du succès, lui, à New York les 2 dernières années, 4e tour. Tu penses que la foule va se ranger de quel côté, à ton avis? Excuse-moi, là, parce que Flavia Pennetta, l'épouse de Fabio Fognini, vient juste de passer. Puis, elle est assez enceinte, merci. Là. Oh, bon, des petites nouvelles. En tout cas, excusez-moi. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. C'est New York. Oui, exactement. Savez-vous que la foule pour Andreescu aujourd'hui, là, il y avait tellement de Canadiens dans la foule que la pauvre américaine a dû se sentir comme si elle était je sais pas, en Afrique à quelque part ou en Australie parce qu'elle avait vraiment pas l'avantage de la foule. Okay. Alors, à mon avis, il va y avoir pas mal de Canadiens. Et puis, je pense que les Canadiens, les partisans canadiens vont être très divisés entre les deux. Et je pense que ça va peut-être rendre les choses un petit peu plus faciles parce que lequel choisir, honnêtement, c'est différent comme choix. Mais je pense que ça va être quand même assez... Mais on verra, hein, parce que des fois, tu penses quelque chose, puis là, tout arrive. Il y a une gang de monde qui sont vraiment des gros partisans de Félix Auger-Aliassime qui arrivent, puis ils font bien du bruit, puis tu dis « Ah, je m'attendais pas à ça. » Alors, on verra.
Exactement. Et j'aimerais que tu nous parles un peu, Stéphanie, on va profiter du fait que tu es sur place, que c'est pas le premier US Open que tu couvres également, nous faire comprendre un peu c'est quoi la différence. Là, on parle souvent de la session du soir sur le Arthur Ashe. Évidemment, on a parlé Félix puis Denis, eux, ça va être sur le Grand Slam, mais le Arthur Ashe joué de soir, ça semble être un événement en soi au US Open. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment que ça se passe? Je sais pas si tu as assisté hier au match Maria Sharapova, Serena Williams, qu'on avait pour le moment les deux reines, si on veut, de la soirée à New York lors de nombreuses années. C'est quoi qui est si différent de jouer sur le Arthur Ashe lorsque le soleil tombe, le soleil se couche? Deux éléments. Je pense que le premier, puis c'est pas à négliger, c'est que le monde sont à la boisson pas mal. Là. Et puis, surtout qu'ils attendent, ils arrivent peut-être vers 17 heures, puis ça commence sur les honeydews, qui s'appellent ici, et toutes les spécialités de la place. Oui. Ils arrivent, puis dans les loges corporatives aussi, là. Alors donc, ils sont prêts pour le party quand ils arrivent. Mais je pense que c'est sûr que soir, avec les lunettes, tout ça, c'est vraiment une belle atmosphère. Mais je pense que la grosse affaire là-dedans, c'est que durant la journée, écoute, c'est tellement un gros stade, là, c'est pas loin de 24 000 places. Et puis, si tu t'assois en haut, c'est comme tu regardes là, c'est deux petits poids qui jouent. C'est pas super intéressant. Donc, durant la journée, le stade est rarement plein et les sièges corporatifs sont rarement, c'est vide pas mal. Alors là, le soir, en général, il y a juste vraiment un gros match. Il y en a peut-être d'autres qui continuent de la session du jour, mais il y a vraiment comme un gros match qui est dans le spotlight. Alors, et puis, le monde dans les sièges corporatifs arrive pour le soir. Tout le monde est là. Donc, le stade est plein. Et puis, vraiment, c'est normalement assez plein à craquer, surtout quand on a un Federer ou un Djokovic ou un Serena qui joue. Et puis, c'est sûr que dans un gros stade comme si c'est pas plein, il manque pas mal d'atmosphère. Le fait que ça soit plein, le fait que le monde soit à bière, je pense que c'est vraiment... Puis vraiment, c'est rien d'autre dans le tennis qui ressemble à ça. Il y a des sessions de nuit à d'autres places, mais pas dans un gros stade comme ça, pas à New York. Et puis, il y a toujours des célébrités, des acteurs qui tournent autour. C'est vraiment assez spécial. Il y en a qui adorent ça et puis il y en a qui s'écroulent un petit peu en face de ça. Et c'est peut-être pour ça que les favoris gagnent plus souvent qu'autrement. Oui, tout à fait. Hier, par contre, on parle de ce match premier tour, Serena contre Maria Sharapova. Pas eu nécessairement le match que plusieurs espéraient. Là, on espérait peut-être un retour plus à une rencontre fin autour des années 2010, alors que les deux joueurs nous ont livré de bons duels, mais Serena qui a tout simplement le numéro de Sharapova dernièrement. Pour elle, c'est un retour au jeu, oui, depuis la finale à Toronto, mais également un retour au US Open après l'incident qui était survenu l'an dernier en finale contre Naomi Osaka. Pour Serena, c'était le meilleur des scénarios possibles de tenter de mettre ça de côté et enchaîner, puis de se réapproprier un peu sa foule à Flushing Meadows. C'est sûr, mais écoute, c'est comme 18 fois de suite qu'elle bat Sharapova. Ouais. Ceux qui espéraient qu'elle allait avoir quelque chose de compétitif, je pense qu'il rêvait en couleur un petit peu, honnêtement. Puis Serena, quand elle joue Sharapova, premièrement, le jeu de Sharapova rentre dans son jeu. Il n'y a rien que Sharapova fait qui la dérange. Ça, c'est en partant. Mais deuxièmement, quand elle joue contre Sharapova, il y a un petit peu de personnel là-dedans et puis elle est vraiment pompée. Je dis qu'elle a joué... Serena, elle a joué comme l'année 2010. C'est sûr, mais Sharapova, elle n'en est vraiment pas capable. Son corps ne le permet pas. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que dans tout le tennis féminin, il reste encore deux joueuses qui sont, je dirais, des joueuses, des marquis, des étoiles, des joueuses qui sont dignes d'une session de nuit à Arthur Ashe. Et malheureusement, on aurait pu avoir deux matchs comme ça, mais malheureusement, les deux se sont rencontrés. Ouais. Puis c'est vraiment dommage parce que tu as beau regarder d'excellents joueurs comme Simona Halep ou même Osaka ou Ashley Barty. C'est des excellents joueurs, mais c'est pas des divas, c'est pas des vedettes, c'est pas des joueuses qui arrivent le soir à Arthur Ashe puis que le monde vraiment éclate. Et pas encore, et je sais pas si ça va arriver. Je pense que c'est plus rare qu'on le pense. Puis ces deux-là sont à veille de sortir. Oui, c'est vrai que les deux joueuses avaient non seulement le jeu, mais tu fais bien de le mentionner aussi, la personnalité pour aller avec tout cet événement autour d'elle. Stéphanie, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je sais que tu as une journée fort chargée avec tous nos Canadiens qui jouent. Pospisil, qui est d'ailleurs en train de jouer en ce moment contre Karen Khachanov, vient de perdre la première manche. Et Félix, évidemment, contre Denis, qui joue un peu plus tard en soirée. Je veux te remercier, Stéphanie, d'avoir participé encore une fois à cette émission du Balado. Merci. N'oublie pas Braden Schnur qui fait son début au US Open aussi aujourd'hui contre Ben Moiter. Oui. Alors, il y en a beaucoup. Oui, exactement. Puis il y a vraiment des tâches difficiles pour nos Canadiens d'entrée de jeu. Merci beaucoup, Stéphanie. Exactement. Bye.
Non, véritablement, Stéphanie vient de nous le mentionner. Le tirage au sort pour nos Canadiens est loin d'avoir été favorable pour ces derniers. Non seulement on a le droit à notre duel tout canadien entre Félix et Denis, mais sinon, elle l'a mentionné, Braden Schnurr contre Benoît Paire et en ce moment même, Vachek Pospisil, qui lui devait être heureux en soi de ne pas affronter Félix Auger-Aliassime dans un tournoi, lui qui avait été confronté à ce dernier à Wimbledon, on se rappelle, et évidemment à la Coupe Rogers à Montréal, mais il tombe contre la 9e tête de série, Karen Khachanov. Donc, véritablement un coup compliqué pour nos Canadiens. Si on parle de ceux-ci, c'est que Milos Raonic également n'est pas du US Open. Vous aurez vu la nouvelle tomber, encore une fois, qui est il est forcé à l'abandon en vue d'un autre tournoi du Grand Chelem. Cette fois, ce sont en raison de ses problèmes de dos du côté de notre grand serveur canadien. Il s'était d'ailleurs retiré de son match, on se souviendra, à Montréal contre Félix au deuxième tour de la Coupe Rogers. À la troisième manche, il avait dû abandonner alors qu'il avait trop mal au dos. Donc, du côté de notre Canadien, c'est un autre rendez-vous raté en Grand Chelem. On se souviendra qu'il n'avait pas participé en début d'année, en fait, à toute la saison sur terre battue avant de devoir déclarer forfait également pour Roland-Garros. Donc, on parle aussi de forfait à Roland-Garros en 2018 et également pour ce qui est du US Open en 2017, donc pour Raonic. Donc, encore une fois, on se répète de son côté, c'est véritablement le corps qui n'est pas en mesure de suivre dans son cas. Donc, il faudra voir pour la suite de la saison du côté de notre grand Canadien. Mais c'est bien dommage, encore une fois, pour lui, qui ne sont pas en mesure d'être présents à ce nouveau tournoi du Grand Chelem. Sinon, outre nos Canadiens, certains ténors également ont fait leur entrée en scène du côté des hommes. Je pense à Novak Djokovic qui a véritablement survolé son match de premier tour contre Roberto Carbales Baena en 3 manches. Véritablement facile. Une petite balade dans le parc pour le Serbe qui est champion en titre à Flushing Meadows. Donc, pour le Serbe qui tente lui, d'aller chercher un 4e titre à New York, il l'a remporté en 2018, 2015 et 2011. Les 3 fois, il a fait le doublé Wimbledon, US Open. On se souviendra que c'est évidemment lui qui a remporté cette année le tournoi All England Club. Donc, il va tenter encore une fois de poursuivre le tout. La seule fois, en fait, qu'il a remporté Wimbledon sans enchaîner avec le US Open, c'était en 2014. C'est Marin Cilic, à l'époque, qui l'avait emporté en terre new-yorkaise. Donc, pour Djokovic, la portion de tableau de son côté, vous l'aurez vu, pas nécessairement les plus compliquées jusqu'à ce qu'on arrive pour les quarts de finale où il pourra avoir rendez-vous, encore une fois, avec Daniil Medvedev. Vaut la peine d'en parler parce que Medvedev est sans doute le joueur de l'heure en ce moment sur le circuit de l'ATP. Déjà, il se présentait à Montréal après une finale à Washington, une défaite devant Nick Kyrgios. A fait la finale à Montréal où il a été sèchement battu, il faut le dire, par Rafael Nadal. Mais il a enchaîné avec le tournoi de Cincinnati où il a gagné son premier tournoi Masters 1000, finale devant David Goffin. C'était peut-être pas la finale attendue alors qu'on avait Djokovic et Federer dans le tournoi, mais Medvedev a tout de même été en mesure de se débarrasser de Djokovic en demi-finale. J'ai débarrassé, c'était une victoire en 3 manches. Mais ce qui est intéressant pour Medvedev, et il l'avait mentionné d'ailleurs en point de presse à Montréal, il souhaite jouer plus souvent contre ses membres du Big Three. Djokovic s'agissait d'un 6e match contre lui. Le Serbe avait gagné les 4 premiers affrontements entre les 2 joueurs. Medvedev vient de gagner les 2 derniers matchs. Donc, un peu plus tôt cette année à Monte-Carlo et tout dernièrement à Cincinnati. Donc, ça pourrait être un rendez-vous fort intéressant si, évidemment, le tableau est respecté de ce côté pour les 2 joueurs. Djokovic connaît évidemment beaucoup de succès à New York. Il faut remonter en fait à 2006, la dernière fois que le Serbe n'a pas participé au quart de finale à New York. Et c'est l'occasion pour moi de parler un peu de mes anciens joueurs préférés. Lleyton Hewitt, en fait, c'est le dernier joueur à l'avoir battu au 3e tour en 2006. Donc, le Serbe qui, évidemment, est habitué non seulement de la 2e semaine, mais également des quarts de finale à New York. Donc, pour lui, évidemment, il devra se rendre encore plus loin. Donc, on vise ce quart de finale contre Daniil Medvedev du côté du numéro 1 mondial. Ce sera l'entrée en scène un peu plus tard en soirée, au moment où on enregistre l'émission, de Rafael Nadal, lui qui est qui a remporté le US Open en 2017. Donc, pour Nadal, déjà un bon test en partant. On vous dit que le tirage au sort a donné véritablement des confrontations fort intéressantes dès le premier tour. L'affronte pour l'occasion, on se souviendra, l'Australien John Millman. Si sinon vous résonne quelque chose pour New York, c'est évidemment lui qui avait vaincu Roger Federer l'an dernier au 4e tour. Donc, l'une des grandes surprises pour la saison 2018, alors qu'on anticipait un duel éventuellement entre Federer et Djokovic au US Open. C'est Millman qui nous en aura privé. On se souviendra avec un match qui avait tout simplement surpris Federer, avait sorti le jeu des grands soirs pour l'Australien. Il avait été en mesure de l'emporter. Donc déjà un bon test pour Nadal, lui qu'on se souviendra après sa victoire à Montréal, a décidé de faire impasse sur Cincinnati, comme il l'avait fait l'an dernier en fait lorsqu'il avait remporté la Coupe Rogers à Toronto, avait décidé de ne pas se présenter au Masters 1000 à Cincinnati. Fait la même stratégie cette année, donc dispute son premier match au US Open en soirée. L'an dernier, on se souviendra, il avait été forcé à l'abandon, Nadal, en demi-finale contre le finaliste Juan Martín del Potro. Véritablement, le corps n'avait pas tenu pour Nadal, blessure au genou. Et il faut dire que c'était très certainement en grande partie dû à son match de quart de finale contre Dominic Thiem, l'un des
excellents matchs de tennis qu'on avait eu droit lors de cette année 2018. Tim, qui on se souviendra, avait remporté la première manche au compte de 6-0. Et finalement, on avait eu droit à l'un de ces duels épiques en 5 manches contre Nadal. Et c'est l'Espagnol qui en était sorti vainqueur. Mais évidemment, on se sera rendu compte que ce n'était pas sans heure, en fait, puisque son corps n'avait pas tenu le coup pour la suite du tournoi. Donc, avait été forcé d'abandonner en demi-finale de son côté. Donc, on verra pour ce qui est de Nadal, comment le tableau va s'ouvrir pour lui. Si on regarde sa portion, en fait, il pourrait affronter un Fernando Verdasco ou un Marin Cilic, par exemple, au 4e tour. Et il est dans la même portion que pour le quart de finale, Alexander Zverev. Donc, voir également ce que l'Allemand lui pourra faire encore en Grand Chelem. Lui connaît véritablement des difficultés cette saison. Il y a également, si je ne me trompe pas, peut-être Kachanov qui est de son côté, dans sa portion. Donc, tout ça pourrait être compliqué fortement pour Nadal. Plus le tournoi va avancer, mais on verra bien. L'autre membre du Big Tree, Roger Federer, lui, a fait son entrée dès le premier soir. On parlait d'Arthur Ashe avec Stéphanie, une session de soirée. La première session se conclut avec un Roger Federer contre l'Indien Sumit Nagal. Si Federer s'attendait peut-être à une petite balade facile sur le terrain, ce match a été fort compliqué pour le Suisse. Du moins, il était quelque peu brouillon. Il était un Federer qui ne nous a pas véritablement habitués à ce genre de match au fil des années, du moins pas au US Open, multitude de fautes directes du côté du Suisse dans cette rencontre. Évidemment, ça part de coups gagnants, mais tout semblait compliqué pour Federer, surtout lors de la première manche qu'il a échappé contre Nagal. Donc, Federer qui a dû jouer du tennis de rattrapage. Et là, certains ont commencé à penser justement à sa dernière présence au US Open. Il avait été surpris contre Millman. Pas connu nécessairement le début de saison, pas le début de saison, mais le retour sur dur qu'il aurait souhaité alors qu'il avait fait l'impasse sur Montréal pour se présenter à Cincinnati où il s'est incliné contre Andrei Roublev, une rencontre qui avait duré simplement 1 heure 2 minutes. Donc, le Russe qui l'avait emporté contre Federer c'était le deuxième match de Federer à Cincinnati. Donc, pas nécessairement le retour sur face dure qu'il souhaitait. Tu es en mesure finalement de l'emporter contre Nagal. Mais disons que ça n'a pas été le plus convaincant du Roger Federer qu'on aura vu du côté du US Open. Donc on verra si encore une fois c'est une question de prendre son air d'aller pour éventuellement s'imposer et tenter de franchir ce cap de la première semaine du côté du Suisse. Donc on verra comment il va s'en sortir. On va garder évidemment un œil bien attentif sur lui. Sinon, parmi les autres joueurs qui ont déjà joué leur match, on notera la défaite de Stefanos Tsitsipas contre ce même Andrei Roublev. Un autre duel choc de premier tour qu'on avait droit au US Open. Roublev qui a été en mesure de l'emporter. Évidemment, il faudra surveiller ce que Dominic Thiem, qui est présentement en action en même temps que notre Canadien Pospisil, je vous le rappelle. Lui également voudra répéter au moins le quart de finale qu'il a fait l'an dernier. Donc, on verra comment il pourra se présenter de son côté. Si on se transporte maintenant du côté des dames, en fait, si on a eu droit évidemment à une répétition des champions pour les hommes, c'est tout le contraire, vous aurez deviné, du côté de la WTA, alors qu'on a eu droit à 5 championnes différentes au cours des 5 dernières années. En fait, depuis 2014, le titre de Serena, qui allait alors pour 3 titres consécutifs. On a enchaîné ensuite avec 2015, vous vous souviendrez, cette finale surprise totalement du côté des dames entre Flavia Pennetta et Roberta Vinci, et c'est Pennetta qui l'avait emporté pour son titre au US Open. 2016, c'est Angélique Kerber qui l'a remporté. 2017, c'est l'Américaine Sloane Stephens qui avait gagné cette finale toute américaine devant Madison Keys. Et l'an dernier, on avait eu le droit évidemment à cette finale entre Naomi Osaka et Serena Williams. Williams qui tentait une fois de plus alors d'aller pour égaler le nombre de titres en Grand Chelem de Margaret Court, elle qui est toujours bloquée à son 23 présentement. Ça fait 3 fois pour Serena qu'elle tente d'égaler ce record de 24 du côté de Court. Il y aura eu évidemment cette défaite cette année à Wimbledon devant Simona Halep en finale. L'an dernier, sa défaite contre Naomi Osaka et une défaite également à Wimbledon devant Angélique Kerber. Donc, n'a aucun titre en fait du côté de Serena en Grand Chelem depuis les internationaux d'Australie en 2017. Donc, une disette qui commence à s'étirer pour l'Américaine. Évidemment, entrée en matière plus que solide hier. On parlera de son côté pour ce qui est de son match de premier tour contre Maria Sharapova. Véritablement une leçon de tennis. Une rencontre qui a à peine duré 1 heure de jeu. 2 sets identiques en fait au compte de 6-1. Vraiment pas grand-chose à dire sur ce match. Tout simplement dominer la Russe en termes de puissance, en termes de stratégie sur le terrain. On voyait que Maria, évidemment, sa fameuse deuxième balle de service qui a causé des ennuis à travers au fil des années tout au long de sa carrière. Ça ne s'est pas arrangé avec le temps non plus. Donc, Serena qui a simplement fait une bouchée de Sharapova. Je dirais que le seul moment d'inquiétude pour l'Américaine, si vous avez regardé le match, c'était à la 4e partie de la deuxième manche, alors qu'elle a fait face à 2 balles de bris à son service. Et Sharapova qui avait véritablement la chance de mettre la main sur ce bris de service alors qu'elle tentait d'y aller avec un grand coup d'attaque. Monta au filet, mais Serena qui a sorti un passing du revers de toute beauté le long de la ligne.
Donc, véritablement, c'est à partir de ce moment que l'Américaine a ensuite vogué vers une victoire facile de son côté. On parle évidemment, elle, qui a 6 titres à Flushing Meadows. Son dernier, je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'était en 2014. Donc, on verra de son côté, Serena, ce qu'elle pourra faire pour la suite des choses. Naomi Osaka, elle, qui a eu une entrée en matière difficile pour ce qui est de la championne, en fait, en titre. Elle qui l'affrontait, la 84e raquette mondiale, Anna Blinkova. Elle a gagné son match en 3 manches un peu plus tôt aujourd'hui, au compte de 6-4, 6-7 et 6-2. Un match qui a tout de même nécessité 2h28 minutes. Et si Stéphanie nous a rapporté les propos de Bianca un peu par le fait qu'elle était vue non plus comme la négligée dans son match, qu'elle affrontait une plus jeune qu'elle, peut-être qu'Osaka aussi, c'est un peu la même situation qui se présente à elle, alors que maintenant, elle est attendue. Évidemment, à New York, l'an dernier, elle s'était présentée sans véritablement d'attente. Elle n'avait pas vraiment de grands résultats en tournoi du Grand Chelem. Elle qui n'était allée alors âgée que de 21 ans. Donc, pas vraiment de résultats de son côté. On ne l'attendait pas réellement. Elle avait connu tout simplement un parcours incroyable au fil de ces 2 semaines à Flushing Meadows pour éventuellement soulever le titre et ensuite enchaîner éventuellement avec son titre aux internationaux d'Australie. Donc là, elle se présentait inévitablement avec un peu plus de pression sur les épaules. Donc, c'était à voir ce qu'elle allait pouvoir faire et elle a été en mesure au moins de remporter ce premier match, donc de briser la glace, qui est toujours important du côté d'Osaka. Donc, elle va poursuivre sa route de son côté. Parmi évidemment les autres joueuses qu'on doit surveiller, Madison Keys, en fait, qui a donné un petit peu de tonus à sa saison avec le dernier tournoi présenté à Cincinnati. Elle qui l'a emporté en finale contre une vieille routière, Svetlana Kuznetsova. Keys qui a connu un excellent parcours, a vaincu notamment sur son passage Garbine Muguruza, vaincu également Simona Halep, Sofia Kenin également. Donc pour Keys, c'est un peu un retour, si on veut, ou du moins un résultat fort encourageant en vue de ce US Open, elle qui avait été finaliste, je vous le rappelle, en 2017. Donc véritablement un résultat encourageant pour ce qui est de Keys. On ne sait pas trop évidemment à quoi il faut s'attendre de son côté. Ça peut, vous l'aurez deviné, du côté féminin, c'est un peu plus difficile à prédire si vous nous suivez depuis quelques temps et si vous suivez tout simplement le tennis depuis un petit moment. Vous aurez compris que c'est difficile d'y aller de prédiction de ce côté, mais une joueuse qui a le momentum, ce n'est pas à négliger, évidemment. Elle évolue sur son terrain également à New York. Elle a connu une bonne sensation et j'ai le goût de vous dire la même chose du côté de Sloane Stephens. On ne sait jamais, une ancienne championne qui pourrait revenir en force. Si on regarde évidemment ces joueurs, Simona Halep, qui elle également était en action en après-midi lors de la 2e journée au US Open. C'est la championne à Wimbledon. A été forcé, son corps a joué quelques tours, quelques ennuis en fait à son retour après Wimbledon. Donc, a été notamment forcé de déclarer forfait à Toronto. On se souviendra, elle a fait la ronde des 16 à Cincinnati. Donc, difficile à dire dans quel état elle se présente sur le plan physique, la Roumaine. J'ai parlé d'Osaka, même chose de son côté. On se souviendra, à Cincinnati, elle avait été obligée d'abandonner lors de son match contre Sofia Kenin. Son corps est tout simplement lâché en fin de 3e manche après un service, n'était plus capable d'avancer, avait demandé l'aide du soigneur pour l'occasion. Finalement, n'avait pas été en mesure de continuer. Donc, ça va être de voir véritablement du côté des femmes, le corps va tenir pour quelle joueuse. Et j'inclus dans mon équation également Bianca Andreescu. Alors qu'on sait qu'elle se remet encore, on l'a su, de sa blessure à l'épaule, est revenue à Coupe Rogers. Son entraîneur l'avait mentionné, il ne savait pas si elle allait pouvoir évoluer à Coupe Rogers. Finalement, elle est en mesure de contrecarrer ses attentes et évidemment de soulever le trophée au final. Pris une pause évidemment après ce tournoi. Donc, du côté de la Canadienne, se présente un peu plus reposée du côté de Flushing Meadows. Mais encore une fois, le mot d'ordre est de savoir jusqu'à où son corps va tenir. Si on regarde encore une fois un petit peu pour compléter ce tour d'horizon, pas le choix de mentionner Ashley Barty également. Vous aurez entendu, depuis le début de l'année, on l'encense. Elle connaît véritablement beaucoup de succès. Donc, ça va être de voir de son côté ce qu'elle pourra faire. Elle fait les 8e de finale l'an dernier également au US Open. Donc, ce n'est pas à négliger. Elle qui est championne à Roland-Garros cette année, 2e mondiale présentement. Donc, ça va être à surveiller. Et une joueuse également qui attire véritablement mon regard depuis quelques temps. Je vous l'avais mentionné lors du dernier épisode du balado, Sofia Kenin. Véritablement une joueuse à surveiller. C'est l'une des joueuses qui a semblé faire preuve de constance sur le circuit de la WTA cette saison. Elle vient de faire la demi-finale à Cincinnati. Elle a fait la demi-finale également à Toronto. C'est une championne en Espagne en juin. Elle fait le 4e tour à Roland-Garros. Finaliste à Acapulco en début d'année et a obtenu le titre également à Hobart en janvier. Donc, véritablement, l'Américaine qui est sur son terrain, c'est une joueuse à surveiller. Donc, évidemment, je semble répéter la même cassette, le même refrain si vous voulez, mais il y a plusieurs prétendantes au titre du côté féminin. Vous avez entendu Stéphanie Maz le mentionner également. Ce sera du 6, donc ce sera de voir, évidemment, suivre le cliché, match par match, quel joueur sera en mesure de se détacher et prendre du momentum au fur et à mesure que la semaine avance. Pas le choix également de glisser un mot sur notre Canadienne, Eugénie Bouchard, qui, elle, vient d'encaisser une 12e défaite d'affilée.
rien ne va plus en ce moment pour Eugénie. En fait, elle semble véritablement se chercher. Là, évidemment, elle avait un bon test en ce match de premier tour contre Anastasia Sevastova. Défaite en 2 manches de 6-3, mais on parle quand même d'une 12e défaite pour Eugénie. Elle a tenté de replacer la situation en allant même faire des tournois ITF avant de se présenter au US Open, tournoi à Vancouver où elle a perdu au premier tour contre Timea Babos. Donc, ça avait été une chaude lutte pour l'occasion. Il était possible de visionner son match. Mais du côté de la Canadienne, on a véritablement simplement tenté de mettre fin à cette glissade. Espérer avoir finalement touché le fond du baril avant de pouvoir se relever. Et on lui souhaite simplement au moins une victoire pour mettre fin à cette interminable séquence de défaites, qu'on puisse arrêter de la mentionner également du côté de notre Canadienne. Sinon, si on sort un peu du US Open, je m'en voudrais de ne pas vous mentionner Andy Murray, en fait, qui lui dispute un tournoi à Challenger. C'est rare qu'on entend que Murray ne peut pas participer à un tournoi du Grand Chelem, mais évidemment, vous comprendrez avec son retour au jeu de manière progressive. C'était présenté à Cincinnati, avait perdu au premier tour. Même chose à Winston-Salem du côté de Murray. Donc, il était en manque de match et il s'est tourné maintenant vers un tournoi en Espagne, en fait vers le tournoi de l'Académie de Rafael Nadal, où il a remporté finalement son premier match en simple depuis son retour au jeu. Donc, c'est une première victoire pour lui depuis janvier. Murray, on se souviendra qu'il avait raté tout le milieu de la saison, lui, avec son opération à la hanche après son match contre Roberto Bautista à Gut aux internationaux d'Australie. Mais pour Murray, cette victoire a signé véritablement une balade dans le parc, un 6-0, 6-1 contre Imran Sibyl, un tournoi Challenger. Donc pour Andy Murray, c'est simplement d'engranger de l'expérience et rejouer le plus de matchs possible. Donc il est du côté de l'Espagne présentement au tournoi de l'Académie de Rafael Nadal, mais je trouve important de vous le mentionner alors qu'il tente de se refaire une santé et on espère toujours le revoir de manière plus constante sur le circuit de l'ATP pour la suite des choses. Je vous dirais que ça serait tout de mon côté pour cette mise en bouche du US Open. On se retrouvera évidemment à la fin du tournoi pour faire un bilan, revenir un peu sur les surprises qu'il aura eues, les performances de nos Canadiens également et on verra alors qui seront les deux champions tant du côté masculin que féminin. Je vous invite également à suivre tous les balados de RDS sur les différentes plateformes qu'on vous offre. Honnêtement, il y a iHeart Radio, Spotify, Spreaker, iTunes. Donc, on vous invite à suivre tous ces balados sur nos multiples plateformes. Il y a évidemment pour tous les goûts. On pense au compte de 8 pour la boxe. Si vous voulez dans la cage également pour ce qui est des arts martiaux mix. Encore une fois, le compte complet pour le baseball, le sac du corps pour le football. Donc, évidemment, il y en a pour tous les goûts. Et je vous invite bien évidemment à suivre toute l'action du US Open sur nos ondes au cours des 2 prochaines semaines et en espérant vous retrouver avec joie pour le bilan de ce US Open 2019 au retour. Merci à vous.